Le Maroc, pays de légende et de mystère. Larbi Ben Barek, c'est quelqu'un de tout à fait différent. Il est né à Casablanca, hein, il est marocain, il a la peau noire, il est musulman. Hein, et il a commencé à jouer, comme beaucoup de gamins, dans les rues de Casablanca, avant d'être remarqué par les dirigeants de l'US marocaine. Par le biais de ces réseaux de la France coloniale, de commerçants, eh bien, il devient vite une des vedettes de l'Olympique de Marseille, au rôle, en gros, d'inter ou d'attaquant. Marseille 0 à la 8e minute de jeu. Ben Barek s'est porté à l'attaque. Il passe à Mercurio. C'est un joueur qui est extrêmement doué techniquement, un grand dribbleur, qui va faire son entrée en équipe de France, donc à partir de 1937-38. Ben Barek, c'était le Pelé, le premier Pelé dans l'histoire du football mondial. C'était quand même le plus grand footballeur noir de l'histoire du football avant Pelé. La presse française n'acceptait pas qu'un joueur noir soit meneur de jeu de l'équipe de France. Ils l'ont beaucoup critiqué, souvent critiqué. Mais c'est le premier, pour moi, qui ai vu Pelé, Maradona, Cruyff, Platini, etc., etc. Je les ai vus et je l'ai vu à lui. Et bien je dis, c'est le jour et la nuit. Hein. C'était un joueur élégant, c'était un joueur d'inspiration, c'était un joueur de correct. Il avait une technique extraordinaire. C'était un artiste, c'était un artiste, un grand artiste. Il avait une détente et puis exceptionnelle. Excellent technicien d'ailleurs. Quand on parlait de lui, ceux qui l'aimaient bien disaient le footballeur qui parlait en arabesque. C'est quand même joli ça. Ben Barek, alors en fin de carrière, participe au match qui oppose les joueurs d'Afrique du Nord à la sélection française de Métropole, le 7 octobre 1954. Avec ses coéquipiers, il s'impose par 3-1 devant le public du Parc des Princes médusé. 3 semaines après ce choc sportif, la guerre d'Algérie éclate avec les attentats de la Toussaint Rouge. Quelle étrange proximité entre ces deux événements, l'un sportif et l'autre politique. Pour les vedettes du football algérien évoluant en France, l'heure des choix va sonner. Bentifour, par exemple, qui était le premier international d'origine algérienne à disputer une Coupe du Monde, c'est-à-dire en 1954, Bentifour, il prenait de l'argent, il prenait les cotisations pour le FLN, il cachait certains personnages, je pense qu'il a dû aussi cacher des armes. Bon, donc il était militant actif, hein, déjà. Bon, et c'était un international français. À cette date, Rachid Mekloufi, la jeune vedette de l'AS Saint-Étienne, n'a pas encore l'engagement politique de Bentifour. Son évolution personnelle épouse étroitement l'émancipation du peuple algérien. Né à Sétif en 1936, Rachid Mekloufi assiste aux événements dramatiques du 8 mai 1945. En Algérie, comme dans tout l'Empire français, on fête ce jour-là la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les revendications des nationalistes algériens s'expriment à cette occasion. L'armée française réprime ces manifestations. En 1945, j'avais 9 ans. Et je me rappellerai toujours du jour où il y a eu 40 000 morts assassinés par l'armée française. Constitutifs de l'identité algérienne, les massacres de Sétif ont été occultés de l'histoire de France. Ce douloureux souvenir n'étouffe pas la passion du jeune Mekloufi pour le football. En 1956, son rêve se réalise quand Jean Snella l'engage à Saint-Étienne. Attaquant spectaculaire, il devient la coqueluche du club. J'étais un jeune fou, chien fou, hein, avant. Je demandais que le ballon dans l'espace. Et j'allais marquer. C'est une mitraillette, c'est un marqueur de but. Je pense qu'il termine quasiment deuxième meilleur buteur du championnat de France, avec plus de 20 buts, 21 buts, je ne me rappelle plus, en 57, je crois. J'étais footballeur à Saint-Étienne, on gagnait de l'argent, on gagnait des matchs, on gagnait tout ça. Mais en tant qu'homme, j'étais nul, j'étais rien du tout. Cet acquis que j'ai obtenu pendant 4 ans avec l'équipe de FLN, je n'aurais jamais pu le combler avec tout l'argent que j'aurais gagné à la Coupe du Monde.
À la veille de jouer la Coupe du Monde 1958 sous la bannière française, Mekloufi est contacté par d'autres joueurs de Sétif opérant pour le Front de Libération Nationale. Les combats durent depuis 4 ans en Algérie. La majorité du peuple français ne savait pas qu'il y avait une guerre en Algérie. On voulait faire croire qu'en Algérie, il y avait des félagas, il y avait des brigands, mais qu'il n'y avait pas une véritable guerre. Le FLN a eu l'idée extraordinaire de faire de telle sorte que les meilleurs footballeurs partent, quittent les clubs et disent non, il y a la guerre contre le peuple algérien, on s'en va. Hop, tous les footballeurs algériens sont partis. Et là, ça a été un vrai choc psychologique. Je crois que ce geste-là a fait avancer l'histoire de manière considérable. C'est-à-dire que la guerre aurait sans doute duré beaucoup plus longtemps s'il n'y avait pas eu cette prise de conscience. Au signal du FLN, les joueurs algériens quittent le sol français dans la clandestinité et perdent leur statut de footballeurs vedettes. Ils se retrouvent à Tunis, siège du Front de Libération. La presse internationale couvre l'événement et fait d'eux les nouveaux visages de la lutte indépendantiste. Cette équipe-là était le porte-drapeau du football africain et elle jouait bien au football. Ça a été une équipe extraordinaire, sans doute la plus grande équipe d'Afrique de l'époque. Dans l'équipe du FLN, il y avait 10 Zidane. Mekloufi devait faire la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Guitouni qui était appelé à jouer au Real. Normalement, Di Stefano le voulait au Real. Donc ce sont des joueurs de très très haut niveau. Il y avait un joueur qui s'appelait Haribi, Mokhtar Haribi. Et c'était un monsieur qui jouait demi, et c'était un monsieur qui ne courait pas du tout. Et ça nous a surpris. Moi, ça a été surpris. Mais le ballon, tac, 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 tac. Et le lendemain, dans les journaux, on a fait sa caricature. On l'a fait dessiner avec un compas et un trigonomètre, là. Mais c'était ça, le football. C'est-à-dire, c'était le ballon qui courait plus vite. Et nous, en Tunisie, à l'époque, on faisait l'inverse. Le football tunisien a énormément progressé grâce à cette équipe du FLN. On a constaté qu'on avait des qualités globales extraordinaires et qu'on pouvait rivaliser avec n'importe quelle équipe, etc. Et c'est là où on a fait beaucoup de tournées, beaucoup de matchs. On en a fait... un peu en Europe de l'Est, dans certains pays d'Afrique, etc. Les pays qui voulaient les recevoir, parce qu'ils étaient bannis de la FIFA. Hein. Cette équipe n'était pas reconnue. Tout pays qui jouerait contre nous serait suspendu. Bon, ici à Tunis, Bourguiba et les gens envoyés balader. Il leur a dit, écoutez, non seulement ils jouent, mais en plus le drapeau, il monte. Quand la FIFA a appris ça, elle a décidé de surseoir à l'admission de la Tunisie et du Maroc. Pendant 4 ans, l'équipe du FLN sillonne la planète et rencontre les équipes des pays frères. Maroc, Tunisie, Irak, Yougoslavie, Hongrie, Pologne, Chine, Vietnam. Ils y remportent des victoires spectaculaires qui servent la cause algérienne. Ils sont reçus en héros par Tito et Ho Chi Minh et entrent dans la légende des indépendances. C'est l'équipe du FLN en Chine avec le général Giap, qui a vaincu l'armée française à Dien Bien Phu. C'est un grand monsieur et il nous a fait une petite réflexion en disant « De toute façon, vous allez gagner parce que nous, on les a battus, donc vous allez les battre. »